Magazine Pluriel. Théophile Dandakou. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes ensemble pour ce journal. Voici les titres. Ils se sont retrouvés dans une bonne atmosphère. Les acteurs politiques ont repris hier les discussions pour le compte du cadre permanent de concertation CPC. L'assise a été présidée par le ministre d'État Payadoua Boukpessi. Le Togo bénéficie d'une subvention de plus de 6 milliards de francs CFA. L'accord de financement a été signé hier avec l'Agence française de développement AFD. La gestion rationnelle des eaux est au cœur de l'autorité du bassin du Mono. Les ministres concernés étaient en session hier à Lomé. L'Union africaine adhère à la proposition de l'Algérie sur le Mali. Une période de 16 mois supplémentaires a été retenue. Invité du journal Samedi Pluriel, Fabrice Pekezi. Il est le président de l'Observatoire togolais des médias OTM. Les innovations et les défis à relever dans la prestation des hommes de médias seront au cœur de l'entretien en direct. Et puis, les échos du palais relatifs à un homicide sur un voisin, les sports avec les huitièmes de finale de la CAN et la suite de la 9e journée de D1 à revue de presse concernant notamment le CPC et les innovations à l'ETR enrichissent ce journal. Les acteurs politiques ont repris le chemin du dialogue hier. Ils se sont retrouvés à Lomé pour le compte du cadre permanent de concertation CPC. Il s'agit d'une prise de contact présidée par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Payadoua Boukpessi. Charlotte Aha. Ce nouveau projet s'inscrit dans la continuité directe du premier projet. Voilà, c'est un élément sur lequel nous allons insister puisque les acteurs politiques ont repris le chemin du dialogue hier. Ils se sont retrouvés à Lomé pour le compte du cadre permanent de concertation CPC. Il s'agit d'une prise de contact présidée par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Payadoua Boukpessi. Voilà, l'Agence française de développement AFD a financé hier le projet filets sociaux et services de base Novici pour un montant de 6 milliards 57 millions de francs CFA. Une cérémonie de signature d'accord de financement entre l'État togolais et l'AFD qui a eu lieu hier vendredi à Lomé. Jocelyne Caballero, ambassadrice de France au Togo. Dans la continuité directe du premier projet Novici, succès togolais et promesses pour l'avenir en matière de réponse financière à une crise telle que celle causée par la pandémie de Covid-19. Basé sur une plateforme de paiement novatrice, ce programme d'entraide, abondé à hauteur de 3 millions d'euros par la France, a permis au plus fort de la crise, en avril 2020, de soutenir plus de 800 000 travailleuses et travailleurs du secteur informel. Le programme a été salué internationalement pour construire à l'avenir un véritable système de protection sociale au Togo, comme le gouvernement togolais y aspire. Le projet financera parallèlement des études et de l'assistance technique. La subvention de l'AFD, l'Agence française de développement, a été saluée par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances. Ce nouveau projet est en parfaite cohérence avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui met fortement l'accent sur la promotion de l'inclusion sociale. Ce nouveau financement permettra de répondre dans une démarche de moyen terme aux conséquences économiques de la crise de Covid-19 pour les plus vulnérables. Ce nouvel appui financier de l'AFD permettra d'étendre l'accès aux transferts monétaires à 45 000 nouveaux bénéficiaires, dont les plus vulnérables recevront une somme de 15 000 francs par trimestre pendant 18 mois. Ces bénéficiaires, dont 75% en milieu rural et 25% en milieu urbain, seront identifiés dans les 100 cantons ruraux les plus pauvres et les quartiers précaires des zones urbaines. Au total, 125 000 ménages bénéficieront de ces transferts monétaires.
Au total, 136 milliards 57 millions de francs CFA ont été financés par l'AFD au Togo. Les acteurs politiques ont repris donc le chemin du dialogue. Hier, ils se sont retrouvés à Lomé pour le compte du cadre permanent de concertation CPC. Il s'agit d'une prise de contact présidée par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale, Payadoua Boukwesi Charlotte. La création du cadre permanent de concertation fait suite aux propositions de la concertation nationale entre acteurs politiques CNAP tenue du 19 au 13 juillet 2021 à Lomé. Par ce cadre, le gouvernement entend discuter des questions d'intérêt national. Payadoua Boukwesi, ministre d'État chargé de l'administration territoriale. L'objet de cette première réunion est de prendre connaissance de l'arrêté et des attributions ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du CPC. La prochaine rencontre sera consacrée à la mise en place du bureau du CPC qui ouvrira le démarrage effectif des travaux en session. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler au nom du gouvernement nos remerciements aux participants pour leur contribution ô combien déterminante pour l'enracinement démocratique de notre pays à travers les différentes propositions qui ont été faites à l'issue des travaux de la CNAP. Je suis d'ores et déjà convaincu que l'esprit de franc et sincère dialogue qui a caractérisé la CNAP se poursuivra afin que le CPC puisse contribuer à travers les différents thèmes inscrits à son agenda à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. À la fin de la rencontre, les acteurs de la vie politique ont livré leurs impressions. Suivons d'abord Acholi Akleso, secrétaire exécutif du parti Union pour la République. C'est une symbolique de la volonté des acteurs politiques de se parler. C'est un signe aussi de l'engagement du gouvernement de prendre en compte les propositions et les suggestions des acteurs politiques. Depuis la CNAP, beaucoup de propositions sont déjà connues, mises en œuvre. La loi sur la décentralisation. Hier, vous avez suivi le Conseil des ministres qui a étudié en avant-projet le texte sur la création des régions. Tout ça, ce sont des propositions de la CNAP, ce qui montre que le gouvernement est déterminé, notamment le chef de l'État, à faire en sorte que les Togolais non seulement se parlent entre eux, mais qu'on puisse avancer pour permettre à notre pays de connaître un développement meilleur. Écoutons à présent Adjourouvi Pakom, représentant les indépendants à l'Assemblée nationale au CPC. Nous sommes assez interpellés par ces questions d'ordre politique et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction que nous prenons part à cette réunion de concertation qui est nécessaire pour le pays pour aborder les questions d'ordre politique d'abord, mais économique et d'autres natures. Ce cadre permanent de réflexion et d'entente entre tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'édification. Pour Sénat Alipu de l'Union des forces de changement UFC, c'est une entière satisfaction. Nous sommes vraiment satisfaits que ce jour, nous soyons passés d'un cadre qui était temporaire, puisque la CNAP c'était 6 mois, à un cadre permanent. Donc maintenant nous voyons que les partis politiques ont compris, plutôt que de prendre le dialogue comme un médicament, ça devient maintenant un aliment quotidien, quelque chose que nous allons utiliser de façon permanente pour aborder et régler les différents problèmes que notre pays a, pour faire de notre pays un pays fort et un pays émergent à l'horizon 2030. Pour le président du parti, le mouvement des républicains centristes, Abbas Kaboua, le gouvernement a fait preuve de bonne volonté. Dans la salle, au nom du MRC, j'ai exprimé nos remerciements au gouvernement parce que quand nous avons fait la conclusion de la CNAP, il était bien inscrit de créer un cadre permanent. Alors le gouvernement a montré sa bonne foi. Maintenant, c'est fait, c'est créé avec pour nouveauté désormais les indépendants. Et la balle est dans le camp de tous les acteurs. Était également présent le représentant du comité national pour le renouveau CAR, Jean Kissi, secrétaire national du parti. Comme dans les habitudes du CAR, on va toujours écouter, savoir ce qui va être fait avant de prendre notre décision. Et donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, comme nous l'avions fait pour la première fois aussi, et comme Agbouibo l'avait fait pour le dialogue qui était venu avant. Le CAR n'a jamais été saisi officiellement des conclusions de la CNAP. Vous savez que nous étions venus à 2 réunions et puis nous sommes partis. C'est aujourd'hui que nous avons été saisis officiellement, donc c'est de retour maintenant que le CAR va analyser ces 2 documents, analyser un peu les réponses qui nous ont été données ici pour savoir si ce qui va être fait dans l'avenir est différent de
ce qu'on avait fait et que nous pouvions participer, ou si ça va être dans la même veine, auquel cas c'est sur l'ancienne qu'ils sont. Sont invités à ces rencontres les partis politiques ayant participé aux 3 dernières élections dans le pays, 2 membres au maximum représentant l'ensemble des députés indépendants à l'Assemblée nationale et le représentant du ministère de l'administration territoriale. Les ministres de l'autorité du bassin du Mono étaient hier à Lomé en session ordinaire. Ce 4e conseil a approuvé les documents techniques, administratifs et financiers soumis par le comité technique des experts. Yao Kamake. C'est par vidéoconférence que se sont déroulés les travaux de la 4e session ordinaire de l'autorité du bassin du Mono. Les ministres togolais et béninois en charge de l'eau, le comité technique des experts, la direction exécutive, ainsi que les partenaires techniques et financiers ont fait un bilan des activités menées en 2021 afin de prendre des résolutions pour une mise en œuvre efficace des recommandations qui s'imposent. Nyakpaou Dadja, directeur exécutif de l'autorité du bassin du Mono. Il était question de faire le bilan des activités de l'année 2021 qui vient de rentrer dans l'histoire et également de proposer un PTBA 2022 à nos ministres, recueillir leur autorisation avant la mise en œuvre concrète sur le terrain. L'autorité du bassin du Mono, c'est une institution inter-État créée par le Bénin et le Togo pour la gestion durable et concertée du bassin du fleuve Mono. Beaucoup d'activités ont été réalisées l'année écoulée et l'autorité entend maintenir cette dynamique d'action afin de mériter la confiance des partenaires. Nyakpaou Dadja. La direction exécutive de l'autorité du bassin du Mono a mené des activités et est parvenue à certains résultats. Au menu de ces résultats, il y a la mise en place des comités de bassin du Mono au Togo avec le siège à Takpamé, comité de bassin du fleuve Mono au Bénin avec siège à Plahoé au Bénin. Nous avons également mis en place en 2021 2 clés, nous appelons clés comités locaux de l'eau. Comité local de l'eau au Togo à Assoli 3 dans la préfecture d'Assoli et comité local de l'eau au Bénin et c'est dans la commune de Basila à Partago précisément. Les 2 clés c'est à la tête de source du fleuve Mono de part et d'autre de la frontière. Pour le ministre togolais de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Bolidja Thiem, c'est plus qu'une nécessité aujourd'hui de veiller à la gestion rationnelle et intégrée de l'eau, à la sauvegarde de l'environnement et de l'écosystème du fleuve. Une série de communiqués. D'abord, l'Assemblée nationale lance un appel à candidature pour le renouvellement des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH et de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les détails à suivre dans les avis et communiqués divers de Radio Lomé. Recrudescence des actes de braquage à Lomé, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en a établi les profils des suspects et les marques des engins utilisés. C'est dans ce communiqué présenté par Sibyl Lawson. Depuis un certain temps, la situation sécuritaire dans la ville de Lomé et de ses environs est marquée par une recrudescence des actes de braquage et de vol à main armée commis par des individus opérant essentiellement en binôme et à dos de moto. L'exploitation des informations recueillies par les unités d'enquête a permis d'établir les profils des suspects ainsi que les marques des engins utilisés. En conséquence, un dispositif de sécurité adapté a été mis en place. Ceci a conduit ce vendredi 21 janvier 2022, aux environs de 11 heures, une équipe de patrouille de la police nationale a localisé 2 binômes suspects dans les environs de Ecobank Hejanawe et les a pris en filature. Voulant les soumettre à un contrôle de police, ces derniers ont non seulement refusé d'obtempérer, mais ont ouvert le feu sur les agents. C'est ainsi qu'un élément a riposté, blessant mortellement un des malfrats. Les 3 autres ont réussi à prendre la fuite. Un pistolet automatique et son chargeur muni de 3 cartouches de 9 mm et une moto de marque Q-Link abandonnée ont été saisis. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile félicite les forces de sécurité pour leur professionnalisme. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays.
Fait à Lomé le ministre général de brigade, Damham Yark. Le 48e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera commémoré lundi prochain à Kara. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, des mesures et listes de présence ont été retenues. Yao Kamake pour ce communiqué du ministère de l'administration territoriale. Compte tenu de la forte propagation de la pandémie à la Covid-19 due au variant Omicron, caractérisé par une contagiosité inégalée, la célébration du 48e anniversaire de l'attentat de Sarakawa sera célébrée cette année comme suit. À Sarakawa, 24 janvier 2022, 15h37, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence Monsieur le Président de la République. Ne sont invités à cette cérémonie que les personnalités suivantes: les membres du gouvernement désignés, les députés de la région de la Kara, les préfets de la région de la Kara, les maires des communes, des chefs-lieux des préfectures de la région de la Kara, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, le bureau du conseil régional des chefs cantons de la Kara. La mise en place doit être terminée à 15h00. Notez bien, pas de prestation de chorale. Fête à Lomé le 21 janvier 2022, le ministre d'État Payadoa Boukpessi. La page internationale de ce journal, d'abord au Mali, l'Union africaine plaide pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et démocratique. Le Conseil de paix et de sécurité appelle les autorités maliennes à une prolongation courte de 16 mois maximum. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est donc réuni il y a une semaine, mais ses conclusions n'ont été communiquées qu'hier. Un allongement indu du processus de transition au Mali, voilà ce que recommande ce Conseil. L'Union africaine plaide donc pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel et démocratique dirigé par des civils et soutient pour cela la proposition de médiation formulée par l'Algérie. En effet, Alger propose 16 mois de transition supplémentaire au maximum avant l'organisation des élections présidentielles et législatives, un calendrier jugé approprié et réaliste. Au Ghana, au moins 17 personnes ont été tuées et 59 blessées jeudi près de la ville minière de Bozogo. C'était dans l'accident d'un camion transportant des explosifs. De nombreux bâtiments ont été touchés. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est un accident impliquant 3 engins, à savoir un camion transportant des matières explosives pour une société minière, une moto et un 3e véhicule. L'accident a eu lieu près d'un transformateur électrique, ce qui a conduit à l'explosion. Jusqu'à présent, 500 maisons ont été touchées. Certaines ont été complètement rasées par l'explosion, tandis que d'autres ont développé des fissures. Selon le coordinateur adjoint de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Violence au sein du Parlement de Honduras à quelques jours de l'entrée en fonction de la nouvelle présidente. L'élection du nouveau président du Parlement a été l'occasion de vives querelles au sein même de la majorité de gauche. La présidente élue a exclu hier 20 députés réfractaires de son propre parti. Les îles du Pacifique, Kiribati et Samoa, jusqu'à présent épargnées par l'épidémie de Covid-19, sont confinées à partir d'aujourd'hui. Ceci après l'apparition des cas importés par les voyageurs arrivant de l'étranger. Aux îles Tonga, l'intervention humanitaire est compliquée à cause des strictes mesures aux frontières. Ces mesures concernent en particulier les ports et aéroports pour éviter toute propagation de Covid-19. C'est le temps de l'inviter et pour cela nous recevons M. Fabrice Pekézi. Il est président de l'Observatoire togolais des médias OTM. M. Fabrice, bonjour. Bonjour à toi, M. Théophile Dandakou, et bonjour à tous vos auditeurs. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin. Voilà, Radio Lomé vous a reçu et vous reçoit pour un entretien concernant surtout vos missions. Alors, d'abord, quelle est la mission de votre structure ? Alors, l'Observatoire togolais des médias est une institution ou un organe d'autorégulation. Alors, quand vous prenez
le code de la presse et de la communication, la dernière version, vous allez constater que l'Observatoire togolais des médias est reconnu par ce code. Et la mission première de l'Observatoire togolais des médias, d'abord, son second nom, on l'appelle très souvent familièrement le tribunal des pairs. Alors, il a pour objectif de s'auto-saisir ou du moins de connaître des dérives qui sont dans la corporation, à ne pas confondre avec les missions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui sont beaucoup plus élevées. Nous, à notre niveau, nous faisons la promotion du code de l'éthique et de la déontologie. Alors, vous savez que l'Observatoire togolais des médias a été mis sur pied par les professionnels des médias eux-mêmes, une manière de faire une introspection au niveau de nous professionnels des médias pour nous dire certaines vérités. Et donc, lorsqu'il y a des dérives dans la presse, nous avons l'obligation d'intervenir pour inviter les confrères, échanger avec eux pour que les règles d'éthique et de déontologie soient respectées. Nous œuvrons également pour un élément très important dans la corporation, la confraternité entre les journalistes également. Alors, au-delà de ça, naturellement, pour une organisation de presse comme l'OTM, on s'inscrit également dans la défense de la liberté d'expression, de presse également, et puis on contribue également à mieux former les confrères par rapport au métier qu'ils exercent. Voilà, Monsieur le Président, que retenez-vous pour l'année 2021? Alors, l'année 2021, en tant que professionnel des médias et président de l'Observatoire togolais des médias, qui est l'organe d'autorégulation, je dirais que ce ne fut pas une année très rose pour la presse togolaise, surtout privée en général. Et vous savez pourquoi je le dis. L'année a été un peu tumultueuse. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup de sanctions au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il y a eu beaucoup de journaux qui ont été traînés devant la justice. Vous comprenez que face à cela, on ne peut qu'avoir de l'amertume par rapport à l'exercice de la profession. Alors tout cela, même si certaines décisions peuvent être discutables, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Cela voudrait dire qu'à un moment donné, si on en est arrivé à des condamnations, c'est que quelque part, il y a quelque chose à reprocher à la presse. Alors donc, le défi de la professionnalisation reste toujours d'actualité. Et tout simplement dire aux confrères d'être beaucoup plus regardants sur les questions d'éthique et de déontologie pour ne pas tomber dans les pièges de la loi, comme on a pu le constater malheureusement pour certains confrères dont on a eu à suspendre les journaux, certains qui ont eu même à faire la détention. Et donc, de façon globale, même s'il faut saluer l'effort fait par l'ensemble des médias, je crois que c'est des zones d'ombre quand même qui viennent ternir l'image de cette année 2021, parlant de l'exercice de la profession de journalisme au Togo. Cela dit, on est tenté de vous demander si la pratique journalistique a été à la hauteur de vos attentes au cours de l'année écoulée. Alors, on ne saurait se limiter à ce que je peux considérer comme incident de parcours pour conclure que le journalisme au Togo n'a pas été à la hauteur en 2021. Alors, c'est un peu en dents de scie. Il y a eu quand même un travail de qualité qui a été fait par beaucoup de médias, dont Radio Lomé, vos dossiers et tout cela, les informations que vous donnez. On ne peut que saluer cela. Donc, on ne peut pas, sur la base des incidents dont je venais d'évoquer, conclure et mettre tout le monde dans le même sac pour dire que ça n'a pas été bon. Les journalistes ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont abattu un très grand travail, surtout dans la lutte contre la pandémie qui est de l'heure. Je vais parler du Covid-19. Vous comprenez que pour les questions de sensibilisation, c'est une maladie qui impose un certain comportement. On ne peut pas rassembler les gens pour leur donner des informations sur la maladie. On a beaucoup utilisé les médias et les médias ont prêté leurs canaux, que ce soit radio, télévision, presse en ligne, pour distiller des informations et sensibiliser la population. Donc sur ce coup, je peux dire bravo à la presse, au travail des journalistes au cours de cette année 2021, tout en regrettant les quelques dérives que nous avons pu constater qui a créé des soucis à certains confrères. Alors, Monsieur le Président, c'est un cas relatif aux publications des hommes de médias sur les réseaux sociaux pose problème. Je parle notamment de la pénalisation des publications sur les réseaux sociaux. Pourquoi, Monsieur le Président? Alors, ça pose problème tout simplement parce que généralement aujourd'hui, vous savez que le monde évolue, la technologie aussi. Alors, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait que la radio, la télévision et puis la presse écrite. Alors aujourd'hui, on parle de nouveaux éléments, on parle de la presse en ligne.
dont on a commencé par légiférer autour, puisque aujourd'hui au Togo, la HAC reconnaît, en tout cas donne des récépissés, délivre des autorisations à des sites internet. Mais la question des réseaux sociaux reste d'actualité, puisque au-delà des médias classiques, beaucoup de confrères communiquent ou du moins poursuivent leur travail de journaliste sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les tests que nous avons aujourd'hui sont clairs là-dessus, et ça, il ne faudra pas se voiler la face. Quand vous prenez le nouveau code de la presse et de la communication, vous l'ouvrez, vous allez à l'article 3, il a été clairement signifié que les réseaux sociaux ne font pas partie du champ d'application des nouveaux tests. Donc, il faut le savoir et ne pas lancer des débats qui ont l'allure de donner l'impression comme si peut-être on est en train de brimer des gens. C'est la loi qui le dit. Elle peut être mauvaise, mais à l'instant T, c'est elle la loi et il faut faire l'effort de la comprendre et de la respecter. Mais je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est un peu difficile de demander à un journaliste de ne faire son travail que dans les médias classiques reconnus par les institutions. Le journaliste, comme on le voit un peu partout, peut poursuivre même ses publications sur sa page Facebook et autres. On n'interdit pas de le faire, mais tout simplement on dit que quand vous le faites et qu'il y a problème, le code ne vous couvre pas, le code de la presse naturellement ne vous couvre pas à ce niveau. Donc il faut aussi bien être vigilant dans nos médias classiques, parce que ça ne veut pas dire aussi qu'on peut faire des bêtises dans nos canaux, parce que là aussi il y a la loi, il y a le code. Ce n'est pas toujours, on ne nous caresse pas dans le sens du poil dans le code de la presse et de la communication. Ça, il faut le comprendre. Il y a des sanctions. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux, ça tombe sous le coup du droit commun. Et à ce niveau, ça échappe un peu aux institutions qui se chargent du contrôle de la liberté de presse. Et c'est malheureusement ces exemples-là qu'on a eu au cours de cette année. Donc, pour l'instant, la loi que nous avons ne couvre pas ces canaux de diffusion. Il faut le comprendre et en tenir compte dans tout ce que nous faisons. Je crois que c'est un peu cela. Même si on peut caresser le rêve qu'un jour on puisse légiférer de telle sorte qu'on comprenne qu'il faut s'adapter aux réalités de l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Et donc, quand vous le faites et quelqu'un porte plainte et la loi reconnaît que vous avez fauté, malheureusement, ça va être difficile de vous défendre. Mais je crois qu'il faut continuer peut-être les couloirs, le lobbying, pour voir dans quelle mesure un journaliste qui est détenteur d'une carte de presse, peut-être on peut quand même comprendre que en utilisant les réseaux sociaux, il les utilise toujours en tant que journaliste. Peut-être ça, c'est des réflexions qu'il faut mener pour voir comment pouvoir protéger les journalistes sur ce terrain des réseaux sociaux. Monsieur Fabrice Pekézi, vous êtes président de l'Observatoire togolais des médias OTM ou le tribunal des pairs. Alors, face au cas d'interpellation des journalistes vécu en 2021, la dépénalisation du délit de presse décidée en 2004, est-elle encore d'actualité? Oui, elle est d'actualité si on s'en tient aux arsenaux juridiques qui régissent la profession du journalisme au Togo. Je veux parler du code de la presse et de la communication, je veux parler du code d'éthique et de déontologie. Mais vous faites bien de poser cette question, parce qu'effectivement aujourd'hui le débat c'est quoi? Après les derniers événements qu'on a vécu avec l'arrestation des journalistes qui faisaient un travail de journaliste, mais sur un canal qui n'est pas pris en compte par le code, je crois qu'effectivement il y a débat à ce niveau. C'est pour cela que je dis, si on veut rester légaliste, on dira tout simplement oui, la dépénalisation est toujours d'actualité. On ne met pas les journalistes en prison pour des délits d'opinion. Mais lorsque vous exercez dans un cadre qui n'est pas reconnu par le code de la presse, j'ai l'impression que l'interprétation qui est faite, c'est que vous perdez en ce moment votre qualité de journaliste. Et je crois que c'est là où le débat est important à relever. Est-ce que parce que je n'exerce pas dans les médias reconnus par le code, est-ce que je perds tout de suite ma qualité de journaliste au point qu'on me confonde au reste des citoyens m'appliquant le droit commun plutôt que le code de la presse et de la communication qui a été voté pour protéger les journalistes dans l'exercice de leur profession? Le débat est là, parce que quoi qu'on dise, lorsqu'un journaliste fait une publication sur YouTube ou sur Facebook, et ça pose problème et on le prend, de toutes les façons, aux yeux de l'opinion, c'est un journaliste on a pris.
Et donc, ce n'est pas facile de faire la démonstration pour dire oui, c'est un journaliste, mais bon, il est allé diffuser des informations sur un support qui n'est pas reconnu par le code et tout cela. C'est pour cela, nous, à l'OTM, ce que nous souhaitons, c'est de voir jusqu'à quel niveau la carte de presse que nous détenons, qui prouve que nous sommes journalistes, peut nous couvrir. Je crois que à ce niveau, on peut lancer le débat. Mais attention, oui, on est des journalistes, nous bénéficions d'un statut particulier, mais il peut arriver aussi qu'on soit amené à poser des actes qui n'ont rien à voir avec notre profession. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous vous levez en tant que journaliste, vous allez braquer une banque, ne comptez pas sur le code de la presse et de la communication pour vous protéger. Là, on vous applique le droit commun comme un citoyen vulgaire. Et donc, mais ici, la question avec les réseaux sociaux, c'est que l'information que je suis capable de donner dans mon journal, je peux également la donner sur ma page Facebook où les gens également viennent s'abreuver d'informations. Et c'est là où il faut mener des réflexions pour voir comment extirper les journalistes du grand lot. Parce que ce qu'il faut, moi personnellement, je ne suis pas aussi d'accord qu'on se lève un matin pour dire les réseaux sociaux sont considérés comme des médias. Parce que je suis un peu jaloux aussi de ma profession. Les gens ont étudié pour ça. Et les gens en font aujourd'hui leur profession, c'est de ça ils vivent. On ne peut pas un matin, sur la base du fait qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux où tout le monde écrit, tout le monde donne l'information, dire que tous ceux qui animent les réseaux sociaux sont des journalistes. Alors là, on dira adieu à notre profession et on fera comme les autres. Mais on peut, en respectant notre statut de journaliste, peut-être nous offrir des opportunités du genre en disant oui, on peut être couvert. Lorsque c'est un travail de journaliste qu'on fait sur les réseaux sociaux, on peut être couvert parce que nous sommes détenteurs de la carte de presse. Mais pour l'instant, comme je le dis, ce n'est pas encore ça dans nos tests. Donc il faudra faire attention dans l'espoir que dans les meilleurs délais ou un jour, on parvienne à comprendre que c'est aujourd'hui un peu difficile que le journaliste mettre de côté ces réseaux sociaux-là, qui sont également des canaux à travers lesquels on peut informer le public. Oui, Monsieur le Président, mais face aux interprétations liées à la pénalisation des publications des journalistes sur les réseaux sociaux, n'y a-t-il pas de démarche à entreprendre dès maintenant pour y remédier? Oui, je crois que toute loi est perfectible. C'est pour cela, généralement, dans une loi, on prévoit toujours les mécanismes de sa modification. Alors, dans l'application, on peut se rendre compte qu'il y a certains éléments peut-être qui ont échappé et penser peut-être un jour à corriger cela. Mais il faut utiliser les bonnes méthodes. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens alertent à travers des débats, mais ça ne saurait suffire. Je crois que il revient aujourd'hui aux organisations de presse peut-être de s'organiser, si vous permettez la tautologie, pour pouvoir entreprendre des aspects concrets. Puisqu'il s'agit ici, il ne s'agit pas peut-être d'aller juste publier des articles, faire des communiqués pour dire c'est ceci, comme cela. Je crois que nous sommes dans un état où les institutions fonctionnent. Si on s'organise bien, on va vers les institutions de la République, comme le ministère de la Communication, comme la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. On pose le problème, on en débat et on rentre dans un processus de faire un lobbying en allant vers la possibilité de retoucher un peu à la loi pour prendre en compte ces aspects dont on vient d'évoquer. Ça serait profitable. Le problème est là, en tout cas, il faut trouver une solution. Oui, hier déjà, l'Observatoire togolais des médias était en assemblée générale. Est-ce qu'il s'agissait justement de chercher des solutions pareilles? Alors, nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire pour la simple raison que vous êtes au courant que depuis novembre, le 16 novembre exactement, l'Assemblée nationale a procédé à la rélecture de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et dans cette loi organique, il y a un article quand même qui parle du renouvellement des membres de la HAC. Et dans le processus de ce renouvellement-là, aujourd'hui, on attribue un rôle à l'Observatoire togolais des médias. Alors, ce rôle, c'est lequel? Dorénavant, les prochains membres de la HAC, qui sont issus des professionnels des médias, vont déposer leur candidature au niveau de l'Observatoire togolais des médias, qui dresse une liste, qui fait des observations et qui transmet les listes des candidats à l'Assemblée nationale. Alors, face à cette nouvelle donne, je crois qu'il fallait quand même retoucher nos tests pour faire de telle sorte que ces tests-là s'accordent
avec les nouvelles dispositions, le nouveau rôle qu'on nous attribue. Donc c'est dans cette perspective nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire et nous en avons débattu, nous avons soumis la proposition de test que nous avons élaborée avec l'aide d'un expert dans le domaine juridique. Et heureusement, ça a été adopté. Donc aujourd'hui, nos tests quand même prennent en compte cet aspect qui parle du processus de désignation des membres de la HAC qui émarge sur la liste des professionnels des médias. Donc c'était essentiellement la question de ça et en plus des questions diverses liées à la corporation. Et vous-même personnellement, vous êtes satisfait de ce nouveau rôle que vous allez jouer? Oui, c'est vrai que ça permet quand même en tant que président de l'OTM, je crois que le premier avantage que nous tirons de ça, c'est la visibilité de l'Observatoire togolais des médias, qui n'était pas très connu même par les acteurs des médias eux-mêmes. Alors aujourd'hui, avec ce rôle, je crois que lorsqu'on parlera de l'OTM aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus chercher trop dans leur tête pour savoir de quoi il est question. Et puis secondo, il faut dire que ça donne quand même l'impression qu'on associe les professionnels des médias à la désignation des membres de la HAC, qui est l'institution de régulation des médias au Togo. Donc je crois que sur la base de ces deux éléments, on peut dire quand même que la réforme laisse des avantages, mais attention, il y avait eu une polémique quand même quand ça a été annoncé. L'OTM n'a pas un pouvoir comme cela pour décider de qui va aller à la HAC. L'OTM ne se prononce pas sur l'éligibilité ou non de tel ou tel candidat. L'OTM se charge juste de recueillir les candidatures. Vous l'avez lu, je l'ai écouté, les communiqués tout à l'heure sur Radio Lomé. Il s'agira juste de venir déposer, ceux qui font acte de candidature pour le compte des professionnels des médias, de déposer leur dossier de candidature à l'OTM, qui vérifie la conformité des tests et ensuite fait des observations par rapport aux différents dossiers déposés et maintenant dresse la liste des candidats qu'il transmet dans les 72 heures après la date de clôture à l'Assemblée nationale. Et donc la désignation des membres de la HAC qui sont issus des professionnels des médias, ça va se jouer à l'Assemblée nationale comme ça a été toujours le cas, sauf que cette fois-ci, le dépôt des dossiers, l'OTM a un œil, un regard, même s'il n'est pas déterminant pour l'élection de tel ou tel, il a un œil là-dessus sur les candidatures qui seront déposées. Alors, Monsieur le Président, notre entretien tire vers sa fin. Avez-vous à réagir au sujet des préoccupations non évoquées ici? Oui, si j'ai à réagir, je dirais tout simplement, comme on l'a dit, je suis le président de l'OTM, on a parlé de l'année 2021 par rapport à la presse et on a dit que c'était mi-figue, mi-raisin. Il y a à féliciter, il y a aussi à regretter. Nous sommes en début d'année, nous sommes au premier mois de l'année. Tout ce que je peux dire, c'est de rappeler les confrères. Je parle bien de rappeler puisque je sais qu'ils exercent cette profession et ils maîtrisent les règles qui entourent cette profession-là. Donc, de se rappeler des tests qui régissent notre profession à chaque fois qu'ils traitent l'information, à chaque fois qu'ils veulent publier les informations, de telle sorte que nos publications ne souffrent pas de fautes professionnelles. Nous ne disons pas aux gens de faire de l'autocensure, nous ne demandons pas aux gens de mettre entre parenthèses leur liberté de presse, mais nous demandons tout simplement que tout se fasse dans le respect des règles qui régissent la profession, parce que le journalisme, c'est une profession, et comme toute profession, elle répond à certaines règles. Alors, Monsieur le Président, nous sommes en début d'année nouvelle. Nous imaginons que vous avez un message, en particulier pour les professionnels des médias. Oui, le message, c'est faire beaucoup plus preuve de vigilance dans le travail que nous faisons quotidiennement. Il est délicat. Éviter surtout de tomber dans les petits pièges des tests qui régissent notre profession. Nous souhaitons que nous passions une année 2022 sans vraiment, avec une presse critique, on en a besoin dans le pays, une presse également qui contribue au développement de notre pays et un sens de responsabilité, beaucoup des professionnels des médias, parce que notre crédibilité et le respect qu'on nous doit à l'aune de notre degré de responsabilité que nous appliquons dans tout ce que nous faisons. La responsabilité du journaliste, elle a été toujours importante et elle reste toujours importante parce que ce que nous disons, ce que nous écrivons, ça va loin. Nous sommes différents
des autres citoyens. Lorsque Théophile Dandakou donne une information dans son journal, c'est tout le média qui est derrière lui et on se dit, il peut pas se lever et venir dire de n'importe quoi. On est différent de quelqu'un qui se lève tout de suite, qui publie une information sur sa page Facebook en restant juste derrière le clavier de son portable. Donc notre travail est délicat. On traite les informations avant de les publier. On ne doit pas nous confondre avec les activistes sur les réseaux sociaux. Il faudra qu'on fasse extrêmement attention pour que notre presse soit respectée au sein de l'opinion et j'estime que nous apportons beaucoup pour l'État. La responsabilité du journaliste est et demeure importante. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation et très bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Lomé. Voilà, c'était Fabrice Pekiezi, président de l'Observatoire togolais des médias OTM. Écho du Palais, le nommé Daniel a été inculpé pour homicide sur son voisin Amou. Amené à la cour d'assises de Kara pour y être jugé, il a été condamné à 20 ans de prison. Hélène Assabi. Le 3 octobre 2012, le corps du nommé Amou a été retrouvé sans vie dans la rivière Asmara 5 jours après sa disparition mystérieuse. En effet, le 29 septembre, parti au champ vers 13 h, il ne revint pas à la maison jusqu'à la tombée de la nuit. Le soir du même jour, sa famille, inquiète de cette absence inhabituelle, entreprit les recherches qui aboutirent à la découverte de la chaise qu'il utilise au champ au bord de la rivière. Persuadé qu'il lui était arrivé quelque chose là-bas, la famille sollicite l'aide de certains nageurs qui, après 3 jours de plongée infructueuse, renoncèrent aux recherches. Refusant de se laisser abattre par le désespoir, la famille fit appel à d'autres nageurs qui reprirent les plongées qui, cette fois-ci, permirent de repêcher son corps en décomposition entamée. Soupçonné d'être l'auteur de sa mort, le sieur Daniel est interpellé par la gendarmerie. Durant toute la procédure, l'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et expliqué que la victime est un voisin qui l'enviait depuis que ses activités ont commencé à prospérer et pour ce faire, il ne cessait de lui chercher des noises. Ainsi, après avoir refusé de lui restituer 2 cochons qu'il lui avait vendus et qui étaient retournés dans son enclos, il passait son temps à le diffamer sous prétexte qu'il avait volé sa poule. À ces faits de jour s'ajoutent ceux de la nuit, car selon Daniel, la victime était une sorcière qui l'attaquait spirituellement. Une nuit, il a rêvé qu'un chien le poursuivait et quelque temps après, c'est un abcès à la jambe qui a failli le tuer. Puis ce fut le tour de 2 de ses enfants, âgés respectivement de 8 et 9 ans, qui sont morts le même jour. Les causes de tous ces faits lui ont été révélées par un féticheur qui lui a confié que c'est un voisin qui était à la base de ses malheurs. Tout de suite, ses soupçons se sont portés sur Feu Amou. C'est alors qu'il a décidé de mettre un terme à sa vie. Ainsi, le 29 septembre 2012, lorsqu'il l'a vu partir au champ, il a tendu une embuscade près de la rivière. De retour, et ne se doutant de rien, il a laissé traverser celle-ci et arrivé à sa hauteur, il tira sur lui avec un fusil. Projeté dans la rivière, il se débattait pour sortir de l'eau lorsqu'il l'acheva à coups de machette. L'inculpé ajoute qu'il ne regrette pas son acte car il se sent tranquille depuis qu'il est mort et que d'ailleurs les autorités judiciaires feraient mieux de réprimer les sorciers que de s'acharner sur ceux qui débarrassent la société de ces méchants tueurs silencieux. Malgré ces arguments, les juges ne lui ont pas donné raison. Ainsi, le sieur Daniel a été accusé d'homicide volontaire. Il a été donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. À samedi prochain. Les hostilités reprennent demain dimanche pour le compte des 8e de finale. Face à face, Cameroun-Comores, la page de Kilim Poyodi définit d'abord une place en quart de finale. 2 rencontres très alléchantes sont au programme ce dimanche. D'abord, le duel subsaharien entre le Gabon qui a joué ses 3 premiers matchs qualificatifs presque parfaits, bien qu'il soit privé de leur star Aubameyang, et un Burkina Faso régulier et constant, même si ce pays n'a pas un système de jeu qui lui est propre. L'autre match oppose une Tunisie sans inspiration et difficilement qualifiée après 2 défaites contre le Mali et la Gambie et une victoire face à la modeste
Mauritanie, à un Nigeria tactiquement, techniquement et physiquement au point. Le seul pays à faire un parcours sans faute durant les matchs de poule. Mais les Super Eagles devront vite redescendre sur terre en vue d'éviter une mauvaise surprise quand on sait que les deux pays sont des habitués des compétitions de haut niveau. Sur le plan national, la D1 et la D2 sont au programme ce week-end. En D1 où on joue la 9e journée, 2 matchs se jouent en avancée ce samedi. Dans la zone nord, Semassi de Sokodé reçoit Ifodjet d'Atakpame à Kpalimé et le stade de Kara abrite la chaude explication entre Sarasport de Bafilo et ASCK de Kara. Dans la zone sud, Entente 2 reçoit Gomido de Kpalimé au stade municipal toujours ce samedi. En deuxième division, Arabia reçoit Ahaoto et Agaza de Lomé. Maranatha à Atakpame accueille USA Bandi de Blita et à Lomé. La Jeunesse Club d'Agouenivé rend visite à l'étoile filante au stade de Bossime. C'est pour le compte de la 7e journée. La revue de presse, la vaccination élargie aux enfants de 12 ans et plus contre la pandémie de Covid-19. L'Office togolais des recettes OTR et ses innovations pour la mobilisation des recettes, la situation sécuritaire du pays et la création d'un nouveau cadre de concertation politique ont été développés par la presse cette semaine. Léontine Atogiba. Parti politique sans assise nationale, le gouvernement siffle la fin de la pagaille, remarque l'éveil de la nation. L'hebdomadaire se réfère à la nouvelle disposition de création d'un nouveau cadre de concertation politique, renchérit Liberté. Vers la fin de la pagaille sur la scène politique nationale, s'interroge Togo Matin. Selon le quotidien privé, le Conseil des ministres de jeudi a examiné et adopté l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 91-04 du 12 avril 1991 portant charte des partis politiques. C'est ainsi qu'un nouveau cadre de discussion politique s'est ouvert hier pour examiner les modifications apportées par le gouvernement avant le renvoi et l'adoption du projet par l'Assemblée nationale, note Atlantique Info. 46 cas de suicide et 24 braquages enregistrés au deuxième semestre. C'est la situation sécuritaire au Togo en 2021, révèle Temps Nouveau. Et les braquages se poursuivent en ce début d'année. Pour ce phénomène à répétition, le perroquet met l'accent sur la nécessité de démanteler ce réseau de banquiers qui agirait dehors en complicité avec les braqueurs. L'alternative est du même avis et trouve mystérieux ces braqueurs qui opèrent autour des banques. Le ministre Yark Damham de la Sécurité propose une formule pour venir à bout du phénomène, annonce l'éveil de la nation. De quoi s'agit-il? Le général propose que toute opération bancaire de plus de 20 millions de francs CFA soit désormais soumise à une autorisation, relate Chronique de la semaine. Si c'est le prix à payer pour éviter les braquages, nous devons nous engager, exhorte le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui veut aussi éradiquer le mal des accidents routiers. 334 décès au deuxième semestre 2021. Le port de casque sera obligatoire désormais pour les 2 passagers de moto, signale le Messager. Loi de finances exercice 2022, des innovations enregistrées, remarque le dialogue. De 779,8 milliards en 2021, l'OTR ambitionne 814,61 milliards de mobilisation de recettes en 2022. Parmi cette mobilisation figure la taxe d'habitation qui sera désormais perçue via les factures CET, indique Éco du pays. Pour finir, élargissement de la cible vaccinale, le gouvernement togolais veut renforcer la protection des populations, titre Togo Matin. Le tonnerre confirme cette nouvelle disposition de la vaccination des enfants âgés de 12 ans et plus. À ce sujet, Temps Nouveau relate que la direction des écoles catholiques exige une autorisation parentale avant la vaccination des élèves de 12 ans et plus. Les titres en rappel, ils se sont retrouvés dans une bonne atmosphère. Les acteurs politiques ont repris hier les discussions pour le compte du cadre permanent de concertation CPC. L'assise a été présidée par le ministre d'État Payadoua Boukwesi. Le Togo bénéficie d'une subvention de plus de 6 milliards de francs CFA.
L'accord de financement a été signé hier avec l'Agence française de développement AFD. La gestion rationnelle des eaux est au cœur de l'autorité du bassin du Mono. Les ministres concernés étaient en session hier à Lomé. L'Union africaine adhère à la proposition de l'Algérie sur le Mali. Une période de 16 mois supplémentaires a été retenue. Invité du journal Samedi Pluriel, Fabrice Pechesi, il est le président de l'Observatoire togolais des médias OTM. Les innovations et les défis à relever dans la prestation des hommes de médias ont été au menu de l'entretien en direct. Les échos du palais relatifs à un homicide sur un voisin, les sports avec les huitièmes de finale de la CAN et la suite de la 9e journée de D1, la revue de presse concernant notamment le CPC et les innovations à l'OTR ont enrichi ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg